Et si je te disais que le club le plus titré du monde n'a pas été fondé pour gagner des trophées, mais pour unir un pays fracturé, que derrière le maillot blanc du Real Madrid se cache une guerre d'identité, de classe et de propagande. Parce que l'histoire du Real, ce n'est pas juste du football. C'est une histoire de roi, de république et d'un dictateur qui en a fait son arme. Tu crois connaître le Real Madrid? Attends d'entendre comment tout a commencé. Quand on pense au Real Madrid, on voit des stades pleins, des ballons d'or, des titres à l'appel. On pense à Zidane, Cristiano Ronaldo, Benzema et à la Ligue des Champions. Mais très peu savent d'où vient vraiment ce club. Avant les projecteurs et les galactiques, il y avait une ville déchirée, un royaume sur le déclin et une bourgeoisie qui voulait affirmer son pouvoir. Le Real Madrid, ce n'est pas seulement une équipe, c'est un symbole construit pierre par l'histoire espagnole. Monarchie, république, guerre civile, dictature. Chaque période l'a transformé. Et pour comprendre pourquoi ce club est devenu le plus puissant du monde, il faut revenir là où tout a commencé, en 1902, dans un Madrid en pleine mutation. Au début du XXe siècle, Madrid est loin d'être la capitale moderne que l'on connaît. L'Espagne est un empire déchu, humilié par la perte de ses colonies, traversé par des tensions sociales et politiques. Dans ce climat d'instabilité, une nouvelle génération de jeunes bourgeois, souvent influencés par les idées progressistes venues d'Europe, découvre un sport anglais encore méconnu, le football. Parmi eux, Julián Palacios, fils d'une famille aisée et passionné par ce nouveau jeu, décide de créer un club avec quelques amis. En 1902 naît le Madrid Football Club. Rien ne le distingue alors du poignet d'autres petits clubs madrilènes, si ce n'est l'ambition de ses fondateurs. Très vite, le club attire l'attention des élites de la ville. Ingénieurs, aristocrates, étudiants fortunés. Le football devient un moyen d'expression sociale, une manière pour cette jeunesse instruite d'occuper l'espace public et de créer un lien identitaire au cœur d'une capitale en mutation. En 1920, le roi Alphonse XIII accorde au club le titre de Real, c'est-à-dire royal. C'est un tournant. Le Madrid FC devient officiellement Real Madrid et adopte la couronne sur son écusson. Cette distinction n'est pas seulement honorifique, elle inscrit le club dans une logique monarchique, centralisatrice, profondément castillane. Alors que d'autres clubs revendiquent leur ancrage régional, comme le Barça ou l'Athletic Bilbao, le Real, lui, devient le club de la capitale, le club de l'ordre établi, celui du pouvoir. Et ce positionnement va marquer toute son histoire jusqu'à aujourd'hui. Quand la guerre civile éclate en 1936, l'Espagne plonge dans l'horreur. Deux camps s'affrontent. Les républicains, progressistes et souvent laïcs, et les nationalistes, soutenus par l'armée. L'Église et les élites conservatrices. Le football, comme le reste de la société, est pris dans la tourmente. Le FC Barcelone devient un symbole de la résistance catalane. Le Real Madrid, lui, est situé en plein cœur de la zone franquiste. Pendant la guerre, le club survit tant bien que mal. Mais c'est à la fin du conflit, en 1939, que tout bascule. Le général Franco, devenu dictateur, comprend vite le pouvoir symbolique du sport. Il veut reconstruire une Espagne unifiée, centralisée, castillane. Le Real Madrid est l'outil parfait pour incarner cette vision. Il devient le club du régime, celui qui représente l'Espagne nouvelle de Franco, forte, disciplinée, victorieuse. Le pouvoir va alors favoriser de manière directe ou indirecte l'ascension du club. On raconte, parfois avec preuve, parfois avec soupçon, que certaines finales ont été arrangées, que des arbitres ont été influencés, que des transferts ont été facilités par l'État. Le cas le plus emblématique reste celui d'Alfredo Di Stefano. En 1953, le joueur argentin est convoité à la fois par le Barça et le Real. Après un imbroglio politico-sportif digne d'un thriller, il signe à Madrid. Cette arrivée change tout. Avec lui, le Real devient une machine de guerre, mais surtout un outil diplomatique. Chaque victoire est utilisée comme vitrine du régime. Quand le Real écrase les clubs européens en Coupe des clubs champions, ce n'est pas qu'une victoire sportive. C'est une propagande en images. L'Espagne franquiste gagne sur tous les terrains, même celui du football. Tu crois que l'histoire s'arrête là,
que le Real Madrid est simplement le club d'un dictateur? Détrompe-toi, car ce club va bientôt se détacher du pouvoir et entamer sa métamorphose. Une métamorphose qui va le faire passer d'instrument d'État à machine globale, capable de séduire le monde entier. Et tout commence avec une révolution discrète. En 1975, Franco meurt. L'Espagne entre dans une période de transition démocratique, douloureuse mais nécessaire. Pour le Real Madrid, c'est un moment charnière. Le club perd son statut de protégé du régime. Il doit désormais exister par ses propres moyens, dans une société en mutation rapide. Loin d'être affaibli, le Real s'adapte. Il mise sur son infrastructure, son image, son ancrage historique. Dans les années 80, il domine encore la scène nationale avec des joueurs comme Emilio Butragueño et la fameuse Quinta del Buitre. Mais c'est dans les années 1990 que le club entre dans une nouvelle ère, celle du marketing, du business et de la conquête globale. Sous l'impulsion de Florentino Pérez, élu président en 2000, le Real Madrid lance un projet inédit dans le monde du football, créer une équipe de stars planétaires capable à la fois de gagner et de vendre des maillots sur tous les continents. C'est la naissance des Galacticos. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, ce n'est plus un club, c'est une marque. Le Real devient un empire médiatique, une franchise mondiale. Mais ce changement d'échelle ne fait pas disparaître son identité. Bien au contraire, il l'amplifie. Car, à travers les Galactiques, le Real continue d'incarner une forme de pouvoir. Non plus le pouvoir politique, mais le pouvoir économique et culturel. Là où d'autres clubs résistent à la mondialisation, le Real l'embrasse et l'utilise. Il devient la vitrine d'une Espagne moderne, européenne, intégrée, mais toujours attachée à son passé impérial. L'ancien club du roi et du dictateur devient le roi des clubs. Aujourd'hui, le Real Madrid n'est plus seulement un club de football, c'est un monument. Son palmarès est le plus impressionnant au monde, son nom est connu dans chaque langue et le Santiago Bernabéu est un temple du sport moderne. Mais derrière cette image de puissance lisse, l'histoire continue d'être débattue. Car le Real ne peut échapper à ses racines, son lien avec le pouvoir, sa proximité historique avec Franco, sa rivalité avec le Barça qui dépasse le terrain et touche à l'identité des peuples. Pour beaucoup, le Real reste le club de l'État, de la Castille, du pouvoir central. À chaque classico, cette fracture ressurgit. Pourtant, le club a aussi su transcender ces clivages. Il est devenu un phénomène global, capable de fédérer des millions de fans en Asie, en Afrique. En Amérique du Sud, des joueurs de tous horizons ont porté le maillot blanc, de Raúl à Cristiano Ronaldo, de Casillas à Modric. Ce mélange entre tradition et modernité, entre histoire locale et ambition mondiale, fait du Real un cas unique. Il cristallise l'amour et la haine, le respect et l'antipathie. On l'admire autant qu'on le critique. Mais une chose est certaine, il fascine. Car le Real Madrid, plus qu'un club, est devenu un miroir. Un miroir de l'histoire de l'Espagne. Un miroir du football contemporain. Et un miroir de la manière dont le pouvoir, qu'il soit monarchique, dictatorial ou économique, utilise le sport pour s'imposer dans les esprits. Le Real Madrid, c'est bien plus que des victoires. C'est une institution qui a traversé les régimes, les crises, les époques. De sa naissance dans les cercles bourgeois de Madrid à son rôle sous la dictature franquiste. De son basculement dans le capitalisme global à son statut d'icône planétaire, chaque étape de son histoire révèle quelque chose de plus grand. La façon dont le football accompagne ou précède les mutations profondes des sociétés. Certains clubs sont nés pour gagner, d'autres pour résister. Le Real, lui, a été conçu pour représenter. Représenter une capitale, un ordre, puis un pays. Aujourd'hui, il ne représente plus seulement l'Espagne, mais un idéal de grandeur que chacun projette à sa manière. Reste une question. Un club qui a incarné autant de pouvoir, peut-il encore parler au peuple ?